is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Il y a une notion qu'on ne peut pas ignorer si on veut vraiment comprendre le Québec. Cette notion, c'est l'immigration. Ce pays est une terre d'immigration. Aujourd'hui, c'est un besoin vital pour le Québec et donc une politique très volontariste qui est menée sur le sujet. Et voici comment un gars comme moi se retrouve immigrant à 6000 km de sa terre natale. Mais quand on parle de notre expérience d'immigrant, on parle souvent de facteurs très matériels. Les démarches administratives qui, croyez-moi, ne sont pas piquées des hannetons, comme on dit. Le déménagement, la recherche de logement, d'un travail, l'inscription des enfants à l'école, la socialisation, qui en temps de Covid, là aussi, on a connu des choses un peu plus évidentes. Il y a aussi la nourriture, la météo, etc. Enfin, franchement, ce serait mentir que de balayer tout ça d'un revers de la main. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi une autre aventure qui s'engage, quelque chose de beaucoup plus intime. Un peu comme si tout d'un coup s'ouvrait le champ des possibles. Alors est-ce que c'est la température, souvent frisquette, qui fige nos synapses en même temps que nos inhibitions? Est-ce l'éloignement avec nos terres d'origine qui lève un poids et nous autorise à devenir nous-mêmes? Alors je sais pas, on va éviter la psychologie de comptoir, même si depuis un an je vous avoue que tout ce qui me permettrait de me rapprocher d'un comptoir me semble soudainement follement attrayant. Mais en fait, quand on discute entre nous, on est beaucoup à utiliser ce mot pour décrire nos parcours, se réinventer. Moi, je me suis réinventé. Ici, j'ai repris le chemin des studios après une pause de, 25 ans à peu près. Et là, j'en suis qu'au début. Ça ne fait que 10 mois que je suis ici. Alors du coup, ma seule expérience me semblait peut-être un peu fade, un peu plate, comme on dit, pour justifier un épisode complet de Fais-tu frette. J'ai donc invité quelqu'un qui, lui, a un parcours nettement plus riche que le mien. Celui d'un Algérien qui a plusieurs fois transité par la France, mais s'est toujours refusé et posé définitivement ses valises. Celui d'un passionné de cinéma qui a été animateur radio. Celui d'un homme qui a décidé de traverser la Méditerranée et l'Atlantique, les deux d'un coup, pour tout reprendre à zéro. Et comme il le dit lui-même, au Québec, il est passé de chercheur d'emploi à un coach LinkedIn recherché. Et non seulement il s'est réinventé, mais il a même inventé son job. Salut Amo. Salut, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Ah, plaisir partagé. D'ailleurs, c'est une des nuances. Si on dit beaucoup plaisir partagé dans nos pays d'origine, on dit tout le plaisir est pour moi. Oui, c'est vrai. Et je me suis fait non. On dit plaisir partagé. Donc. c'est bien, t'es à fond. Amo, c'est Amocrane Mariche pour l'état civil, mais Amo pour tous ceux qui se connaissent, hein. Ouais, bien sûr. Amo.
c'est Voilà. tellement plus facile. Tous ceux qui te connaissent et tous ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, t'es très suivi. Alors j'ai parlé de LinkedIn parce que c'est, on va dire, l'une de tes grosses forces de frappe aujourd'hui, des grosses connaissances. Mais t'es présent sur tous les réseaux sociaux. Tu as animé un super caféine live. Tu as fait quand même juste une bagatelle de 100 épisodes. Il y a des mecs, quand ils s'emmerdent pendant le confinement, ils font des lives tous les jours. C'est des grands malades. C'est vrai, c'est vrai. Ça s'est commencé, en fait, caféine, c'était au début caféine, tout simplement parce que j'aime le café. C'est une addiction qu'on partage, mon ami. Voilà, voilà. Et puis que j'aime beaucoup LinkedIn, comme tu l'as mentionné. Et puis j'ai fait donc j'ai inventé cette contraction entre café et in de LinkedIn. Et j'invitais les gens sur LinkedIn. Je disais bon, on est connecté sur LinkedIn, mais prenons un caféine plutôt. Donc ça a commencé d'abord par du présentiel. On prend un café, on discute avec des inconnus. C'était ça l'idée de caféine. Puis quand la Covid et puis tout ce qui s'ensuit, hein, on le connaît. J'ai aussi eu la possibilité, peut-être que je suis un des premiers, voire le premier dans la francophonie et surtout ici au Québec, à avoir une nouvelle fonctionnalité sur LinkedIn, nouvelle, ancienne maintenant, en 2019, qui est le live streaming, donc le broadcast en direct sur LinkedIn. Et je me suis dit, tant qu'à faire. Ah bah oui, tant qu'à faire. T'as raison. Tant qu'à faire. Donc, je me suis embarqué sur un truc de ouf où j'invitais une personne quotidiennement à midi, heure de Montréal, pour discuter sur plusieurs sujets qui vont de l'employabilité à l'entrepreneuriat, au développement personnel. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 100 épisodes. J'étais tout cramé, mais à la fin, mais bien content de l'expérience. Ah oui, tu m'étonnes. Et c'est marrant comment tu racontes ça, parce que tu fais ça comme si c'était presque naturel et logique. Et ça m'amène à ma première question. J'aimerais... parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a plein de choses qui sont naturelles et logiques. Peut-être parce qu'elles sont plus simples, je sais pas, tu me diras, mais qui l'auraient pas forcément été tout autant ailleurs. Et ma première question, c'est ça. J'aimerais connaître un peu ton rapport avec le Québec. Bonne question. Mon rapport avec le Québec, c'est comme beaucoup de personnes, j'ai l'impression maintenant, c'est comme une lointaine contrée hein, qu'on voit à partir de mon Algérie natale, où il fait beau, il fait bon, il fait frais. C'est sûr, c'est pas la même météo. Et surtout une terre de possibilités. Le Québec reste quand même une terre d'émigration, une terre d'accueil. Il n'y en a pas des masses actuellement. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il fut un temps où c'était l'Europe, où c'était la France, où c'était plusieurs pays justement qui accueillaient des gens surtout des anciennes colonies et tout. Ce n'est plus le cas du tout. Enfin, d'après moi. Et le Québec reste non seulement une terre d'accueil, mais aussi une terre francophone. Donc, pour beaucoup de personnes qui viennent justement d'Afrique comme moi, c'était une terre de possibilités, bien que j'ai beaucoup voyagé, enfin pas assez à mon goût, mais par rapport à bon nombre de personnes que je connais, j'ai visité à peu près 25 pays dans le monde C'est et pas mal. c'est pas mal, c'est Oui, pas il t'en mal. reste 150. C'est tout. Grosso modo. C'est tout. Non, mais ça veut dire que c'est pas tous les pays qu'on visite et qu'on apprécie peuvent être candidats à l'immigration, dans le sens où c'est des pays où on peut se voir, par exemple, vivre là-bas, etc. Donc, mon rapport à Québec, c'est justement ce rêve qui est en quelque sorte devenu réalité, mais un rêve qui, maintenant qu'il est réel, n'est pas nécessairement au même contour que le rêve. Dans le rêve, généralement, on n'a que de choses qui sentent belles, délicieuses, sucrées. Me dis pas que ça manque de sucre. Il y a du sucre partout ici. Non, il y a du sucre partout. Non, mais par contre, il y a aussi des choses un peu plus aigres et un peu plus acides. Et je parle surtout de ce que tu disais tout à l'heure, hein, le déracinement, cette difficulté parce que on n'est pas en voyage. On n'est pas en touriste ici, on s'installe, donc il y a tous ces conflits sur le plan identitaire, comment trouver sa place, le doute de l'immigrant, on peut en parler. Donc de toute façon, je suis passé à mon arrivée avec cette euphorie que peut avoir un immigrant parce qu'il est yes, je l'ai fait, je suis sur une nouvelle contrée, et puis là, je suis là pour rester.
Et donc on est euphorique et puis juste après, avec les réalités de la vie, de l'employabilité, la scolarité des enfants, etc., 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 on arrive à une situation où il y a quand même pas mal de désillusions. Donc comment remonter la pente? C'est ça, et c'est là où il faut c'est là où il faut se réinventer. Mais juste pour revenir sur ce moment, ce déclic, parce que alors, ça peut paraître bête, mais j'ai autant pour moi, ça me semble logique, excuse-moi pour ce discours franco-français, mais le Québec en France c'est quand même quelque chose de malgré tout très présent. On en parle beaucoup. La culture québécoise est fortement présente au quotidien, donc ça me j'ai l'impression que ça fait partie entre guillemets des possibilités, des choses dont on parle. Partir d'Algérie, tu l'as dit sur le plan d'humour, mais ne serait-ce qu'au niveau du climat. Mais partir d'Algérie pour se dire, allez, je vais au Québec, allez, Amérique du Nord, on va en parler, mais ça contraste un petit peu. Tu l'as fait parce que justement, tu sentais déjà que ce rapport à l'immigration était très différent, notamment par rapport à tes passages en France. Oui, oui, effectivement, parce que moi, je suis quelqu'un euh, qui euh, qui est très ouvert. J'espère très ouvert sur les cultures des autres. Je suis très curieux. En fait, c'est ma curiosité qui fait que je m'intéresse à toutes les cultures, à toutes les musiques, à toutes enfin surtout l'aspect gastronomique. Là, j'ai eu pas mal de problèmes gastriques à cause de ça parce que je suis curieux, je veux goûter, donc tout n'est pas nécessairement Ça fait des souvenirs. mais ça fait des souvenirs exactement. Bref, donc je suis très curieux, très ouvert sur les autres cultures, mais par contre, je sais que on n'est pas nécessairement à l'aise partout dans le monde. On n'est pas nécessairement à l'aise partout dans le monde et de par mes voyages, j'ai vu que et j'ai constaté, j'ai aussi fait comme une étude de marché, hein, parce que finalement je suis marketeur, je suis communicateur et généralement on essaye de comprendre, on demande et j'ai eu donc cette information, cette notion qu'au Québec tu peux être différent, on respecte tes spécificités, tu peux être tout ce que tu veux, t'es le bienvenu. Et c'est justement une des différences quand même pour moi majeures par rapport à d'autres pays, d'autres cultures où on n'est pas nécessairement dans une dimension d'intégration, on est dans une dimension d'assimilation. Ça veut dire que pour bien t'intégrer, il faut que tu sois complètement inhibé de la Ça. culture. Que tu gommes tout ce qui dépasse et que tu te fonds dans la masse. Exactement. Donc là, je suis à mon crâne avec toutes les facettes, toutes les dimensions de mon identité, et je suis là pour rayonner autant que tel. Tu parlais tout à l'heure d'Amo et d'Amokrane. Au début, quand j'ai commencé vraiment à avoir une certaine audience sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, beaucoup de gens commençaient à m'appeler juste Amo, donc j'ai complètement zappé le mot Amokrane. Personne ne pouvait voir Amokrane nulle part. Et c'est mon épouse, ma meilleure conseillère, qui me dit écoute Amokrane, attention là, Amo, oui c'est sympa, c'est assez familier, mais les gens ne savent pas du tout d'où est-ce que tu viens. Par contre, Amokrane, ça interpelle, et là tu peux mettre à table ton identité amazigh, berbère, et puis voilà. Donc et elle m'a interpellé sur ça. Je dis ouais c'est vrai, c'est tellement important. Donc je suis avec l'amplitude de mon identité et je trouve que le Québec et le Canada en général permet ça et c'est pour ça que j'ai choisi ce pays comme terre d'accueil, comme terre où je veux non seulement vivre et éventuellement voir mes enfants, mes arrière-petits-enfants, les Ah oui, plusieurs t'es déjà aux arrière-petits-enfants, direct. Ah oui, Ah ouais. peut-être que ça va être je serai le premier d'une lignée des riches en Amérique du Nord. Allez, je te le souhaite, hein. Franchement, si c'est ton rêve, je te le souhaite. Plein de petits amocranes et amocranettes, je sais pas comment on peut dire, quelle serait la version et tout, ça serait vraiment chouette. Tu disais tout à l'heure, quand tu arrives ici, bah voilà, tu viens bien de le décrire, tu arrives avec plein d'espoir en tête et l'idée de pouvoir, pas forcément te réinventer peut-être au départ, mais déjà tout simplement pouvoir t'affirmer, être toi-même, mais ailleurs dans un monde peut-être plus ouvert. Donc c'est-à-dire ne rien renier de ton identité, au contraire même, mais ouvrir le champ du possible et passer, tu disais tout à l'heure, passer le rêve
le côté Disneyland quand on arrive, bah tout de suite les premières réalités qui commencent à piquer un petit peu. Remise en question, envie de repartir, comment t'as réagi? Au fait, j'ai un souvenir très net d'une personne qui est censée être conseillère, donc en intégration, qui m'avait dit ça commence pas bien. à ma première semaine, écoute bien ça, à ma première semaine, au fait, c'est dans la séance, moi je suis venu avec un programme qui s'appelle les travailleurs qualifiés. Okay? Donc on a un certificat de sélection du Québec en tant que travailleur qualifié. Et donc dès notre arrivée, on nous désigne un bureau ou une structure qui va nous aider. Donc il y a une séance d'information. Imagine ça, c'est tellement puissant, c'est tellement atroce. Elle nous dit, et je cite, il faut faire le deuil de votre passé pour pouvoir réussir ici au Québec. Faire le deuil. C'est d'une violence totale. C'est d'une violence totale, je te l'accorde. Comment ça, faire le deuil? Je suis euphorique, je suis hyper content. Oui. C'est une naissance, c'est une renaissance. Et vous me parlez de deuil. Et je comprends la madame, là, comme disent les Québécois. La madame, je la comprends. Parce qu'elle-même est immigrante. Je me rappelle qu'elle était française et qu'elle avait tout un parcours. Et peut-être qu'elle est passée par un deuil d'une carrière, d'une spécialisation professionnelle qui voilà, donc elle a fait le deuil de ça, puis maintenant elle est conseillère auprès d'un organisme. C'est son affaire à elle, mais le fait de dire oh, nous vous arrivons à leur première semaine, faites le deuil parce que vous n'allez pas trouver un emploi à la hauteur de vos qualifications, vous n'allez pas pouvoir rayonner, c'était violent. Ouais, c'est violent. Le choix des mots, c'est exactement. Je partage, hein, parce que bon, alors moi je l'ai pas rencontré, heureusement. Heureusement, il y aura peut-être eu des étincelles, mais c'est vrai que quand tu arrives ici, c'est comme moi j'imagine, c'est un choix, c'est mûrement réfléchi, c'est un rêve, c'est beaucoup de nuits à rêver justement. Tu arrives avec une banane, une banane absolument totale. A priori, le deuil est la notion quand même qui était le plus étrangère pendant pas mal de temps. C'est fou de te dire ça. Ouais. Mais comme je dis, j'ai beaucoup d'empathie à cette personne qui voulait, au contraire, je pense elle était vraiment pétrie de bonnes intentions dans le sens où, écoutez, et c'est vrai, statistiquement, les immigrants, si tu es directeur développement d'affaires pour une entreprise en France, en Belgique, au Burkina Faso ou même au Vietnam, tu vas pas nécessairement être directeur de développement d'affaires. C'est vrai. On recule. C'est 99% de personnes qui reculent dans leur progrès professionnel, entrepreneurial, etc. Donc c'est normal parce qu'il y a une phase d'adaptation. Il y a une phase d'acclimatisation avant qu'on se réinvente justement. Il y a une phase justement qui est assez dure et c'était la phase où on te met pas mal dans le doute. Tu commences à dire oh, moi j'ai 15 ans d'expérience en communication, en marketing, j'ai vadrouillé le monde, j'ai travaillé pour Nike, et je suis bilingue. J'étais là pour gagner. Je te raconte ça, j'ai créé à mon arrivée, j'ai jeté mes cartes d'affaires parce que je travaillais pour Nike, je ne travaille plus pour cette marque. Donc j'ai créé mes propres cartes et c'était juste mon nom. Et il y avait, je me rappelle, j'ai écrit c'était en anglais, hein. Je me suis pas adapté au Québec. Je pensais que j'allais en Amérique du Nord, donc je l'ai fait en anglais. Et je me rappelle que j'avais écrit marketer, communicator, runner, parce que je faisais beaucoup de courses à pied, et j'avais écrit winner. Ça n'a aucun sens. Il y a pas de sens à ça. C'est quoi un winner? C'est quoi quelqu'un qui est là pour gagner? Mais pour moi, c'était important de mettre ça sur ma carte d'affaires. Et on arrive et on commence à te faire des choses comme ça où tu doutes de tes capacités. Tu te dis vraiment, est-ce que je suis loser plutôt? Ouais, c'est ça. T'es winner, mais tu vas commencer par un deuil. Hein. Ouais, c'est ça. Forcément, c'est un petit peu violent. Ok, t'as cette phase-là où qu'effectivement, je pense que tout le monde connaît bien, même si moi, j'ai une expérience personnelle, je peux dire que tous les contacts que j'ai pris en amont, parce que je suis
par rapport à toi, je suis un tout frais immigrant, moi je suis à peine sorti du moule. Tous les contacts que j'ai pris en amont m'avaient tous bien averti sur ce côté attention. Non pas oublie ce que tu as fait, ce que viens avec ce que tu as fait, viens avec ton expérience, viens avec tes idées, viens avec ton savoir-faire, mais le Québec c'est pas la France, voilà, l'Amérique c'est pas l'Europe, donc forcément il y a ton parcours aussi bon soit-il, intéressant soit-il, va ici avoir des carences. Pour accéder au même type de poste, il va falloir d'abord un peu de temps pour combler ces carences. Ça va plus ou moins vite, voilà, mais en tout cas, on m'avait vraiment averti là-dessus. Je suis venu en pleine connaissance de cause, mais avec une banane quand même, voilà, et enthousiaste. T'as cette première expérience, cette phase où tu doutes. Tu doutes, et alors c'est marrant parce que toi tu arrives, tu disais avec le programme de travailleurs qualifiés, c'est ça? Travailleurs qualifiés, oui. Donc, dis-moi si je me gourre, mais travailleur qualifié, ça veut dire que tu viens avec un projet professionnel qui est normalement assez précis, clairement établi, et il y a un moment donné, tu vas commencer à l'élargir un petit peu dans tous les sens et à ouvrir le champ des possibles et à te réinventer. Absolument. Pourquoi ça donc et comment ça donc? C'est très simple, c'est que le programme d'immigration du Canada, parce que on parle du Québec, mais ça fait partie d'un programme donc qui est chapeauté par le Canada, et il y a un certain nombre de métiers pour lesquels donc qu'il privilégie selon les années, et je suis arrivé avec ce programme-là. Et en plus, d'ailleurs, c'est même pas l'individu, c'est généralement les familles. Donc, mon épouse a un doctorat en communication, moi, je suis en communication, marketing. Ça doit être sympa quand vous parlez à la maison. C'est très sympa, effectivement. Pour les engueulades, ça doit être un jeu de rhétorique absolument exceptionnel. Effectivement, on adore ça d'ailleurs. Mais de malade. Mais une fois donc on arrive, on comprend que finalement tout ça est quand même assez bureaucratique. Ça veut dire que c'est pas nécessairement qu'il y a un besoin sur le marché, ou si tu as même un doctorat en communication, ça veut pas dire que nécessairement que tu vas travailler en communication ou que tu vas nécessairement travailler pour des organisations qui ont besoin de ça. Donc il y a cette phase de doute, mais on veut pas rester juste sur ça, hein. On va avancer dans notre discussion. Après, je pense que c'est très important de faire comme un bilan de compétences, parce qu'il y a des aspects qu'on a qui ne sont pas nécessairement que sur nos diplômes. Il y a un côté pragmatique ici qui va au-delà de nos qualifications. Je me rappelle quand je visitais assez souvent, j'ai fait même, comme tu l'avais dit, quelques études en France, notamment à la FEMIS, une école de cinéma assez reconnue et tout. On se présente pas mal avec nos diplômes. Genre, oui, j'ai fait ceci, je fais cela, etc. Mais ici, on se présente plus par nos compétences, nos réalisations. Donc, il y a quand même un shift à faire dans notre manière de penser et de se présenter. Et donc, on fait un bilan de compétences. Et ce bilan de compétences, qu'on le fasse seul ou avec un organisme ou des gens qui peuvent nous aider à le faire, va nous aider justement à mieux nous positionner, puis à aller chercher des opportunités que ça soit de carrière, d'emploi, ou, et là c'est important, l'entrepreneuriat, pour lequel je me suis donné cette mission de sensibiliser les candidats à l'immigration et les personnes immigrantes à la richesse, à la possibilité donc de l'entrepreneuriat. Parce que pour beaucoup de gens qui arrivent avec ces programmes comme la PVT, donc pour les Français, ou le CSQ, donc pour les autres nations, on arrive avec une idée claire qu'on va aller chercher de l'emploi. Et pour moi, c'est comme des œillères qui nous permettent pas de voir à côté. Et c'est cette deuxième phase d'ouverture et que j'ai exploré ici. Je dis oui, en tant qu'immigrant, on est comme des entrepreneurs nés. Un immigrant, c'est quelqu'un qui prend des risques. Un immigrant, c'est quelqu'un qui étudie son projet d'immigration, qui prépare ses finances, qui trouve des alliances. Ne remarques-tu pas que c'est aussi des attributs, des qualités qu'un entrepreneur doit avoir? Donc, pour la plupart,
les immigrants ont ce potentiel entrepreneurial qu'ils n'exploitent pas nécessairement à leur arrivée, parce que justement, il y a ces œillères qui nous disent « Ah non, 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 il faut continuer, il faut trouver un emploi, etc. » Donc, avant, pour se réinventer, il faut faire son bilan, essayer de comprendre le marché, comprendre l'écosystème. Et j'ai eu la chance calculée par moi quand même, Il est malin. d'intégrer, de travailler au début. Donc une fois que j'ai compris qu'il n'allait pas m'offrir une possibilité de travailler donc pour une marque comme Nike dans le marketing en tant que responsable et tout, donc j'ai visé des emplois un peu plus juniors, mais par contre j'ai visé la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, parce que contrairement à beaucoup de chambres de commerce en Europe, en Afrique, ici au Québec et surtout la Chambre de commerce de Montréal a une place extraordinaire, et pour se développer justement sa connaissance du marché local, développer son réseau, c'était pour moi l'organisme idéal où il fallait travailler. Donc j'ai visé vraiment la Chambre de commerce avec C'était stratégique. C'était stratégique, mais j'ai eu quand même la chance d'être accepté parce que finalement je suis passé à travers un stage, c'est pas par un emploi. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai travaillé d'abord au grand compte, donc au partenariat, puis ensuite en soutien aux entrepreneurs. Donc ça m'a donné encore davantage de connaissances de l'écosystème entrepreneurial québécois, et notamment celui de Montréal. Je comprends bien l'idée du coup que quand tu dis, c'est une citation d'ailleurs qu'on reprendra, un immigrant c'est un entrepreneur, parce que dans la stratégie que tu mets en place après, alors que tu es arrivé ici avec l'idée de trouver du travail, oui, un projet professionnel, tu te remets en question, tu mets en place une stratégie pour mener à bien un nouveau projet, quelque chose qui dépasse tes seules on va dire compétences en termes de formation en tout cas, voilà, qui va au-delà de simplement tes diplômes, et pour ça t'acceptes, ce qui est une notion de risque déjà, de passer par une phase de stage. Oui. C'est culotté. C'est culotté, mais c'est vraiment entrepreneurial. C'est exactement ça. C'est de dire, je vais investir pour monter mon avenir. Absolument. Je pense que c'est clair que le raconter comme ça maintenant. Moi, je suis arrivé en septembre 2017, donc j'aurai bientôt 4 ans que je suis ici. Quand on arrive, on pense pas nécessairement à ça, parce que on a un ego, justement. Moi, j'étais directeur marketing, j'avais 40 collaborateurs, je travaillais sur plusieurs pays, etc. Comment se fait-il comme ça que... Donc, on a un ego professionnel qui est justifié. Mais après la phase de doute, après la phase de faire le bilan de compétences, de comprendre, de finalement faire cette réflexion stratégique pour se réinventer. Parce que on peut voir l'immigration comme une déchirure, un moment assez difficile à passer, mais aussi c'est une occasion. Je connais bien de personnes, parce que dans le cadre de mon travail maintenant en tant que spécialiste LinkedIn, j'aide beaucoup justement d'autres entrepreneurs ou professionnels à passer justement à cette nouvelle phase de leur vie. Et je leur dis, regardez ça comme aussi une opportunité. Peut-être que vous avez eu une passion plus jeune que vous avez laissée de côté. Voilà, je regarde. C'est un micro, une boîte à pour enregistrer, et puis voilà. Hein. C'est ça. Donc finalement, au lieu de continuer le chemin qu'on s'est tracé dans notre pays d'origine, peut-être qu'on a cette possibilité maintenant, surtout que au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, on peut à n'importe quel moment reprendre ses études, on peut à n'importe quel moment mettre tout à table et puis de reconstruire à nouveau. Donc, j'ai dépassé mon ego, et puis j'ai dit, quels sont mes défis? Quelles sont les difficultés qui m'empêchent d'aller à cette nouvelle situation idéale que j'ai rêvée? Et puis, j'ai identifié 3 éléments essentiels. Le premier, c'était mon réseau de contacts. J'avais un excellent réseau de contacts, mais qui était en Afrique, qui était en Europe, pas au Canada. Donc, je me suis dit, il faut que je travaille sur ça. Deuxième difficulté, c'était mon image de marque, ma réputation. J'ai une excellente réputation, mais en Afrique, en Europe, pas au Canada. Puis le troisième,
j'avais un défi ou une problématique avec ma connaissance du marché. J'étais un bon communicateur, un bon marketeur, mais pour l'Afrique, pour l'Europe, mais pas pour le Canada. Donc, il fallait que j'apprenne davantage des habitudes, de la culture, de la manière de faire les choses ici au Canada. Et j'ai travaillé sur ça. Et une des choses qui m'a le plus aidé, en plus de mon passage à la Chambre de commerce, c'est justement les interactions que j'ai pu créer grâce à LinkedIn. Donc, j'ai appris un peu, j'ai échangé avec les Québécois, les Canadiens, j'ai développé mon image de marque, j'ai développé mon réseau sur LinkedIn. Et c'est ça qui m'a donné maintenant des ailes pour me lancer en entrepreneuriat en étant tout à fait à l'aise et puis très confiant par rapport à mes projets d'affaires. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans cette démarche-là, quelle que soit leur spécialité. Ouais, c'est sûr. Tu t'es donc réinventé une fois. Est-ce que tu envisagerais de te réinventer encore à nouveau? Tu disais t'es là pour très longtemps puisque tu veux des petits enfants, des petits hameaux mariches, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu veux vraiment t'implanter là. Tu t'es inventé une première fois. Ils sont pas rares ici ceux qui changent plein de fois de parcours, qui font plein de choses différentes. Cette notion de devoir se réinventer régulièrement, c'est quelque chose que tu accueilles avec crainte, avec gourmandise, au contraire? Je dirais plus gourmandise, parce que, au fait, pour avancer, on a besoin de vision. Et donc la vision, quand je t'ai dit comme ça, avec une petite joke, encore un terme québécois, c'est de l'anglais, mais on le dit quand même en français. C'est une joke, donc de dire voilà qu'il y aurait, je me vois comme le premier des Mariches, d'une lignée de Mariches en Amérique du Nord, parce que j'ai l'impression que j'ai pas de cousins Mariches ici au Canada, sinon ils doivent se manifester. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes un cousin d'Amo, s'il vous plaît, manifestez-vous, vous m'envoyez un courriel ou un email selon comme vous voulez, voilà, et je transmettrai à qui de droit pour que toute la communauté mariche puisse se réunir dès qu'il y aura plus de Covid. Exactement. Donc c'est ça, c'est la vision, parce que beaucoup de gens, et tu me donnes une belle occasion de parler justement sur un des risques que j'ai identifié, c'est que beaucoup de gens me disent ah écoute, tu sais, je viens à Montréal, je viens au Québec, je travaille juste 1 an, 2 ans parce que je veux une expérience nord-américaine, et puis je retourne à Lyon, je retourne à Hanoï, je retourne à je sais pas quelle ville, et finalement ils vont pas faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, mais plusieurs années. Et au fait, ils ne font rien parce qu'ils sont toujours dans le temporaire. Non, j'ai encore des trucs à faire et puis je repars. Donc moi, le fait de me dire je serai le prochain, donc le premier des Mariches, d'une lignée de Mariches, je m'installe concrètement et je fais les choses pour durer. Donc je ferme cette parenthèse. Ah non, mais elle est importante cette parenthèse-là. Vas-y. Parce que ça veut dire que pour se réinventer, il faut être aussi capable de se projeter dans l'avenir et donc quelle que soit la durée de notre visa de résident, de notre projet, de se dire voilà, je vais construire, je vais changer de voie, entre guillemets, je vais investir sur moi-même. Toi, tu l'as fait par l'intermédiaire d'un stage ou des choses comme ça, mais ça peut être par d'autres formations. Mais dépasser peut-être le simple cadre réglementaire de ta résidence ici, parce que bon, pour tout le monde, elle n'est pas permanente en tout cas au départ. Sinon, on se met des œillères. C'est aussi une image que tu as utilisée au début. Oui, c'est des œillères ou c'est plus des obstacles. Donc, si on continue avec la métaphore du cheval, donc au début c'était les œillères et maintenant on va se mettre des obstacles insurmontables. Donc, on va se dire non, de toute façon, je vais courir jusque là-bas puis je vais m'arrêter parce que probablement je vais retourner dans mon pays d'origine. Donc, je suis très lié avec mon pays d'origine, donc l'Algérie. C'est un lien viscéral extraordinaire. Mais c'était important pour moi, et c'est aussi une discussion philosophique assez intéressante avec mon épouse, de dire que on part pour nous installer. On part pour faire les vraies choses. Donc ça nous a donné une dimension pour ne pas dire non, je sais pas ce que je dois m'y investir à fond. Non, on y va à fond. Après, me connaissant, je sais que j'ai le goût d'aller vers une nouvelle contrée, un nouveau pays, une nouvelle expérience,
si cela me tente. Pas juste moi, mais parce qu'on a des considérations familiales. Mais je pense qu'une fois qu'on sait comment faire, une fois qu'on a la mécanique, si le Japon m'intéresse, why not? Pourquoi pas? Si je sais pas, un autre pays éventuellement m'intéresse, pourquoi pas? Parce que de toute façon, on a une vie et on a besoin de mariches un peu partout sur la planète. Mais si, mais moi je suis d'accord, il nous faut des mariches absolument partout sur la planète. Bien sûr que oui. Ça, tu l'aurais dit avant ou pas? À savoir que, allez, mais pourquoi pas faire un jour le Québec, et puis après le Japon, et puis après l'Australie. Cette possibilité de te dire, peut-être que ma vie sera une vie de globe-trotter, c'est quelque chose que tu avais déjà quand tu étais encore en Algérie et que peut-être même tu pensais y faire ta vie, ou c'est justement le fait de venir au Québec et d'avoir cette possibilité de te réinventer, de te découvrir aussi, de te réaliser, qui te fait dire oh putain quel pied, mais si je peux refaire ça, je refais ça partout ailleurs autant que je peux. Je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert parce que naturellement, c'est clair que il y a des gens qui sont naturellement comme ça, mais si tu te rappelles au début de l'épisode, je parlais de curiosité. Mm-hmm. Donc, en fait, la différence entre, je sais pas, même une petite bébite là, comme un petit lapin qui sort de son terrier, puis l'autre qui va rester caché, justement, c'est cette curiosité, c'est l'appel de l'extérieur. Et je pense que je l'ai, et j'ai épousé une madame qui est pareille. Donc, c'est clair qu'au début, c'est effrayant. Tout ce qu'on connaît pas nous effraie C'est et nous naturel. fascine à la fois. Donc, ça nous effraie parce qu'on est déstabilisé, on sort de notre zone de confort, surtout quand justement on est dans le confort, on a un bon salaire, on est peinard, etc. Tu te dis, ouais, je vais aller en vacances, mais pourquoi me déraciner? Mais c'est une autre mécanique, c'est complètement différent. Donc, mais une fois qu'on le fait, donc cette expérience, et qu'on voit que c'est très enrichissant. C'est extrêmement. J'ai par exemple eu une expérience à Malte où j'ai vécu à peu près 1 an. Malte, donc pour ceux qui la connaissent pas, c'est une petite île en Méditerranée, c'est un pays souverain. Beaucoup de gens pensent que ça fait partie de l'Italie parce que c'est au sud de la Sicile, mais c'est un pays souverain et donc j'ai vécu là-bas. C'est tellement différent, en même temps tellement proche de ma culture méditerranéenne, nord-africaine, et c'était complètement différent. C'est pas comme on visite. J'ai vécu avec eux, j'ai appris un peu le maltais qui ressemble pas mal d'ailleurs à l'arabe, et pour moi c'est plus je fais ça, plus j'ai le goût, plus j'ai cette tendance de dire oui, peut-être que demain je vais changer de pays puis de me réinventer à nouveau. Oh, c'est chouette. Et franchement, là, tu m'as déjà donné envie de repartir et de reboucler les valises et de repartir ailleurs. Non, je déconne. Moi, j'ai encore un long chemin à faire ici et je suis exactement comme toi. J'y vais à fond et je me projette dans l'avenir, bien au-delà de mon statut de résident temporaire pour l'instant, mais c'est exactement ça. On a un proverbe kabyle qui dit ça veut dire que on m'a coupé, ça veut dire là où c'est dit, on s'attache beaucoup au lieu où on nous a coupé le cordon ombilical. Ça veut dire que ça c'est couper le cordon ombilical. Ça veut dire que moi on m'a coupé le cordon ombilical en Algérie et pourtant je l'ai quitté. alors pourquoi pas quitter le Québec, le Canada, pourquoi pas quitter Malte ou pourquoi pas quitter un autre pays. Donc moi je pense que quand on se sent citoyen universel, tout le monde est notre chez nous. C'est comme ça que je vois la chose. Faites attention parce que si vous venez ici et que comme Amo, comme moi et comme beaucoup d'immigrants, vous aussi vous réinventez, vous allez voir, vous allez peut-être avoir besoin de sacrées valises en fait. Des valises vraiment bien solides. Dernière question, Amo, si tu avais un conseil, juste un conseil à celui qui aujourd'hui, d'ailleurs en plein Covid, pauvre vieux, vient de poser ses valises à l'aéroport de Montréal. Voilà, il arrive d'où qu'il vienne, hein, peu importe. Voilà, et si tu veux qui s'épanouisse plus que réussir sa vie, qui s'épanouisse comme il me semble assez évident que tu t'épanouis aujourd'hui ici. Un conseil.
Je sais, j'aurais dû te le demander avant, celle-là, c'est salaud de ma part. Désolé. Ouais, celle-là, ça nécessite une réflexion. Mais pour s'épanouir, parce qu'en même temps, je veux pas donner des trucs bateaux, là, ça veut dire que de prendre plaisir, etc. Malgré que c'est très, très important, mais c'est quand même des choses évidentes. J'aimerais rendre ça un peu plus, pas technique, mais un peu plus concret. Moi, je dirais pour la personne qui vient de déposer ses valises, d'éventuellement sortir parce que s'il a fait, j'imagine, autant de kilomètres pour venir ici, c'est pour explorer. Donc, de ne pas nécessairement se recroqueviller sur les premières opportunités. Le danger, selon moi, c'est de tout de suite, parce qu'on est instable, hein, avec cette immigration, on nous déstabilise, en fait, on s'est déstabilisé en sortant de notre zone de confort. Nous-mêmes tout seuls, ouais. De s'accrocher aux premières opportunités, ça veut dire on commence à un job alimentaire où on croit justement à ces personnes qui nous mettent en doute, notamment des fois de notre propre communauté. Ça veut dire que les gens disent écoute, je te donne la solution secrète, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que tu vas réussir parce qu'il a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans avant toi ici. Moi, je pense qu'il faut être curieux, il faut sortir justement, maintenant qu'on est sorti de sa zone de confort, sortir, explorer, aller vers les gens pour avoir sa propre sa propre réflexion sur c'est quoi le bonheur, c'est quoi justement cette réussite. C'est pour moi très très important de ne pas se bloquer, de ne pas se refermer. Maintenant qu'on a fait justement ce saut vers le nouveau pays, c'est aussi vrai pour les gens qui viennent ici au Canada qu'à d'autres personnes qui viennent, par exemple, pour la première fois en France ou pour la première fois au Danemark. Ne pas se fermer, être curieux et aller vers l'autre, essayer de s'abreuver de plusieurs cultures, de plusieurs avis pour se faire sa propre réflexion sur c'est quoi le bonheur et comment est la réussite. Et je trouve que c'est un super bon conseil. C'est un super bon conseil et c'est exactement... on dit quelque chose du Québec, en tout cas en France, quand on parle du Québec, on parle beaucoup de la météo. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast s'appelle Fais-tu fret. C'est la question que tous mes amis me posent sans arrêt. Alors il fait moins combien aujourd'hui? Moins 75, super. En Fahrenheit, bien sûr. Et c'est vrai qu'on dit l'hiver ici, il faut le vivre. Il faut pas le subir. Et je dirais que le Québec et le fait d'immigrer ici, c'est exactement comme l'hiver. Il faut le vivre. On va avoir des opportunités, des choses qui étaient pas prévues, qui sont en dehors des clous, des portes qui vont s'ouvrir, d'autres qui vont se fermer. Et tout ça, faut les vivre. Faut vraiment les vivre. Faut pas les subir en disant c'est pas ce qu'il y avait prévu. Voilà, vivre à fond. On est là pour ça. C'est une belle métaphore parce qu'en fait, pour vivre l'hiver, il faut sortir de chez soi. Mais oui, c'est exactement ça. Donc c'est ça. Donc il faut sortir de chez soi aussi, de son confort, de son cocon professionnel, entrepreneur. Pour se réinventer, il faut aller affronter dehors. Ça peut, en fait, on a plus peur des autres cultures, des gens. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Par exemple, regarde ce que j'ai pu réaliser en termes sur le plan entrepreneurial professionnel, c'est parce que j'ai affronté ma peur de me rendre public et en publiant des choses sur mon LinkedIn, en faisant des podcasts, en faisant des vidéos. J'ai parlé en français, en anglais, j'ai fait des erreurs, je me suis gouré sur des choses. C'est pas grave. C'est vrai que j'ai affronté cette peur-là. J'ai eu quelques fails là, donc dans le parcours. Mais en fait, tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que les gens ont trouvé ça sympathique, que je suis authentique, vrai, etc. Donc, au contraire, ça n'a pas nui à ma réputation. Au contraire. Donc, il faut sortir de chez soi, affronter l'hiver et prendre plaisir parce que finalement, aller glisser à l'extérieur ou si vous venez pendant l'été, donc comme actuellement on enregistre, il fait tellement beau dehors. C'est magnifique aujourd'hui. C'est absolument magnifique. Dès qu'on a terminé, je retourne bronzer. Je retourne bronzer. Amo, dans 35, 40 ans, j'espère bien pouvoir enregistrer l'épisode 1613 de Fais-tu fret. Tu m'autorises déjà à contacter tes petits-enfants qui seront ici pour que ce soit mes invités.
Pourquoi pas, pourquoi pas. Ce serait Ça chouette. fera plaisir. Tu pourras leur donner des conseils si t'es pas encore, si t'es encore par là ou si t'es pas parti au Oui. Japon ou ailleurs. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui, Amo. Plaisir partagé encore une fois et merci aux personnes qui nous ont prêté quelques minutes de leur vie pour nous écouter. J'espère que ça a été utile pour eux et puis au plaisir de connecter avec eux aussi. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur Amo, vous pouvez aller sur son site déjà, amomariche.com. Voilà, excellent site. On a parlé de Caféine, qui est ces pastilles audio-vidéo qu'il a fait en plein Covid. Il a fait 100 épisodes et je crois que ça recommence bientôt, qui sont super enrichissantes et qui sont à peu près toutes disponibles, me semble-t-il. Encore, vous pourrez retomber ça et puis vous tapez Amo Mariche à peu près sur tout ce qui ressemble à un réseau social et vous allez tomber sur celui qui va fonder une grande fratrie nord-américaine, voilà, Ou japonaise. ou japonaise. Suivez-le. C'était un bonheur, Amo. J'espère qu'on remet ça très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.